À propos de ce texte, il paraît qu'il y a une coquille assez importante qui s'est glissée en page 9. En page 9. À l'alinéa qui précède tout juste le sous-titre « L'économie et les finances ». Il est marqué à cet alinéa l'autorisation de la vie privée. Ce n'est pas vie privée, de la radio privée. Radio privée au lieu de vie. Et certainement qu'il y a beaucoup d'autres coquilles, ça, je crois que c'est humain. Alors, avant d'ouvrir le débat sur la synthèse, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Le temps est très limité. Nous sommes obligés d'arrêter les débats à 12 heures. Normalement, on devrait se réunir en commission déjà à partir de cet après-midi, mais il y a un élément nouveau qui fait que nous sommes obligés de tenir encore une séance plénière à la reprise à 15 heures cet après-midi. Le nouveau, c'est que à la suite de nos débats d'hier sur l'évolution de la situation dans le sud du pays, j'ai pris contact avec le Premier ministre que j'ai vu ce matin et il a été convenu que le ministre de la fonction publique qui a dirigé récemment au titre du gouvernement une importante mission dans le sud du pays, que le ministre, cela a été convenu avec le Premier ministre, que le ministre vienne nous faire le compte-rendu de sa mission dans le Sud. Et ça a été convenu pour la reprise de la séance, donc tout à l'heure à 15 heures. Et tous les membres du gouvernement seront là. Alors c'est pour ça qu'exceptionnellement, nous tiendrons encore une séance plénière cet après-midi à 15 heures. Je demanderai donc à tous les délégués de faire l'impossible pour être là au grand complet, pour entendre le représentant du gouvernement. Voilà, alors... la discussion est ouverte sur le projet de synthèse. Il y aura par la suite un deuxième texte de synthèse qui est actuellement en élaboration. Lorsque le texte sera prêt, par la suite, il vous sera distribué. Mesdames, Messieurs, sur la question de la synthèse, nous avons déjà enregistré 20 demandes d'intervention. Alors... ouvrons les débats, mais il est certain que d'ici midi, nous ne pourrons pas entendre les 20 intervenants. Et compte tenu du fait que le temps est court, je crois qu'on sera obligé d'écourter un peu les débats. Alors je donne la parole au premier inscrit, M. Samuel Ndo Nodiadjim du CPR. Merci, Monsieur le Président. Je commence dans mon intervention par la commission des libertés et des droits de l'homme. Je me réjouis effectivement du fait qu'il a été inséré dans cette commission le problème des crimes et des biens mal acquis, même si cela n'a pas été exprimé en ces termes. Par contre, je voudrais quand même que sans attendre la formation ou sans attendre la rédaction d'une constitution définitive, il faudra que la Conférence nationale souveraine prenne un acte dans l'immédiat pour stipuler clairement la libération manu militari, donc des résidences de l'État et des particuliers occupés illégalement par des combattants. J'en sais quelque chose parce qu'il y a 6 mois, quand on m'a remis des clés pour la location d'une villa, j'ai été expulsé par 6 combattants qui habitent encore cette maison jusqu'à maintenant. Et en deuxièmement, dans ce même acte, préconiser donc la levée immédiate de toutes les barrières, comme c'est signalé aussi dans ce texte-là, et notamment la barrière donc du pont de Chagua, qui effectivement
se tient comme s'il y a une partition de fait du Tchad. Et surtout la suppression aussi des autorisations de voyage, qui m'ont un peu inquiété. Un jour où je partais vers Kousséri, il a fallu donc avoir cette autorisation de voyage. Arriver sur le pont d'Engeli, il a fallu donc du côté du Tchad avoir 3 signatures pour traverser le pont. Arriver là-bas, à l'autre bout, moi innocemment, j'ai présenté mes papiers donc, du Tchad aux autorités camerounaises qui m'ont dit que non, ces contrôles c'est pour le Tchad, c'est pas pour le Cameroun. Je crois que j'avais eu un peu honte ce jour-là. En ce qui concerne aussi un autre point de la sécurité, je crois que les esprits se sont un peu chauffés ces derniers jours et je crois qu'il faut quand même qu'on respecte les textes. Si je me réfère un peu à l'article 5 de notre règlement intérieur, je le lis pour mémoire, en aucun cas les participants ne peuvent être inquiétés ni poursuivis pendant et après la conférence nationale souveraine pour les opinions émises au cours de celle-ci. Moi, je crois qu'il faut bien lire les opinions émises. Donc, si je comprends très bien, on ne peut pas condamner quelqu'un ici pour délit d'opinion, mais moi, je crois que tout appel solennel à la révolte, à la revanche, je crois que ceci, ou tout appel au terrorisme, je crois que ceci est condamnable. Dans toutes les démocraties du monde, quand on lance du haut d'une tribune un appel à la révolte ou à la revanche, alors que l'État existe, alors qu'on avait reconnu donc la continuité de l'État, en ce moment, je crois que cela est condamnable. Et je me réfère donc directement à ce que M. Hamdam avait dit. Il avait bien dit, il a donc mis en garde les autorités de l'État et a dit clairement, et par 2 fois, que les éleveurs peuvent se défendre. Je crois que c'est un appel solennel à la révolte qui est condamnable. Je crois qu'il faudra que la conférence nationale prenne ça au sérieux. Deuxième déclaration condamnable. Il s'agit aussi donc de la déclaration de Sili Sougoumi. Je crois, ce monsieur, il avait sorti un texte, un grand document sur les opinions. Bon, c'est normal, on est en démocratie, il faut s'exprimer. Mais quand je l'ai entendu l'autre jour narguer toute la conférence nationale et surtout tout le Tchad en disant tout haut que si Sénabré prenait la tête du MDD pour venir ici en N'Djamena, qui l'en empêcherait, je crois que c'est aussi grave. Et ceux qui ont souffert de la dictature de Habré doivent avoir la chair de poule. Je crois que ce n'est pas normal. C'est aussi un appel à la révolte et à la prise de pouvoir par la force, chose que nous devons condamner aussi par un acte ici. Autre chose, s'agissant de la transition en douce, je crois que c'est normal, tout le monde s'est mis d'accord ici pour que la transition soit en douce. Mais il ne faudra pas non plus que les délégués et surtout les partis politiques oublient un autre aspect qui est aussi important que l'entente entre le pouvoir exécutif. Il y a aussi les revendications de nos masses laborieuses. Quelle que soit l'entente qui va se passer entre le président de la République et le Premier ministre, si d'aventure le pouvoir exécutif ne prend pas en compte les revendications légitimes des travailleurs, à savoir, je cite, le paiement des arriérés de salaire, le paiement régulier des salaires, la levée immédiate des sanctions prises donc, contre les travailleurs pour faire de grève. Je crois que si le gouvernement de transition et les organes de transition ne prennent pas en compte les régulations légitimes de la société civile, je crois que la transition ne sera pas douce. Et je crois que cela est très très important. Il faudra que tout le monde en prenne conscience. Et surtout aussi, en ce qui concerne aussi la société, je crois qu'il faut s'attarder beaucoup. Soyez bref, s'il vous plaît, il y a beaucoup d'intervenants qui sont inscrits. Bon, je vais finir dans 1 minute. Je vais parler de la jeunesse et je crois que c'est très important. La jeunesse a été oubliée dans le cahier des charges. Je crois que c'est très important que dans la phase transitoire, qu'on se penche sur le problème du chômage des jeunes de 18 à 32 ans. Ceux qui ont 32 ans aujourd'hui, c'est ceux qui ont eu 18 ans en 79. Et ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, ce sont qui n'étaient même pas encore à l'école primaire.
je crois que c'est cette génération-là qui a été sacrifiée par les événements de ces derniers temps. Et je crois que là, il faut un séminaire ou un colloque, donc pendant la phase de transition, pour étudier le problème de la jeunesse. Et je demande aussi par la même occasion qu'on légalise l'association des jeunes diplômés chômeurs qui se trouvent en ce moment en N'Djamena. Et je crois qu'il faut aussi qu'on développe la culture, au niveau de la culture. Notre culture est assez variée et je crois que si on se penche un peu de ce côté, on peut créer des nouveaux emplois pour la jeunesse. Bon, je vais aller très vite, j'ai encore un dernier point à soulever, si vous permettez. Donc j'ai parlé donc pour la transition du pacte social entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et en ce qui concerne la diplomatie, certes, dans le texte, vous avez dit qu'il faudra donc réduire le nombre des ambassades, mais il faut aussi réduire le nombre de la famille qui accompagne aussi les ambassadeurs. Moi, je trouve qu'il est courant que les ambassadeurs nommés partent avec 15-18 enfants. Je crois que ça fait un peu trop. Et ça charge un peu trop l'État. Donc je crois que c'est un problème qui est assez sérieux. Je m'excuse auprès de mes amis, mais ça se voit souvent. Et je crois que dans certains pays, ce nombre est limité. Ce nombre est limité parce que ce n'est pas normal qu'on reconnaisse 10 à 16 enfants rien que pour aller à l'étranger. Ça suffit, monsieur. Je vous remercie. Beaucoup d'autres intervenants. Je vous remercie. Il y a une motion d'ordre qui a été demandée. Je voudrais d'abord faire une observation. Si tous les intervenants font comme monsieur Samuel Ndo, je crois que nos discussions sont mal parties parce qu'il n'y aura jamais assez de temps, même si nous avions une semaine de débat à prévoir. Le document qui est en discussion, c'est un document de synthèse. C'est la synthèse de toutes les déclarations qu'il y a eu. Il ne peut pas être complet parce que, par principe, par hypothèse, c'est une synthèse. Donc, on évoque seulement certaines questions, n'est-ce pas, qui ont été abordées. Je vous propose une chose. Ceux qui ont des observations de fond à faire, je pense qu'ils auront l'occasion de les faire lorsqu'on va entamer nos travaux en commission. Le mieux serait que, compte tenu du peu de temps dont nous disposons, le mieux serait que s'il y a des observations de pure forme, alors qu'on les fasse, étant donné que les observations de fond seront faites en commission. Oui, et quand vous intervenez, il faut indiquer la page, n'est-ce pas, de façon qu'on puisse suivre au moins. Je passe la parole au premier vice-président pour vous donner une petite précision. Merci, Monsieur le Président. Nous avons un texte de 11 pages. Il est plus facile pour régler ce problème de se rappeler tout simplement qu'une synthèse, en fait, elle a pour objet de nous rappeler la synthèse des débats qui ont eu lieu. Les 20 personnes qui se sont inscrites, 26. Si chacun veut faire une déclaration sur cette synthèse, on ne s'en sortira pas. Il est plus facile de prendre la synthèse et chacun pourra faire son observation sur le contenu de cette synthèse en précisant la page, par exemple, pour nous permettre de suivre. Que tel chapitre a été mal formulé, que tel paragraphe a été mal dit, ou s'il y a un oubli, ce qui est possible. Et ceux qui viendront ensuite éviteront de faire la répétition si le premier intervenant a fait les observations sur le chapitre indiqué. Ainsi, je pense que le problème ne se posera pas. Mais il ne faut pas confondre la synthèse comme étant le document final où on doit mettre toutes les revendications là-dedans. On a fait une synthèse sur les discussions, comme on appelle, sur les communications que nous avons entendues. On a peut-être omis tel ou tel problème qu'on n'a pas signalé ou qu'on a mal formulé. C'est sur cette base qu'il faut intervenir. En précisant, page par page, cela permettra à tout le monde de suivre la discussion. Et je pense qu'avec ce rythme, on peut écouter toutes les interventions en évitant les répétitions. Ce n'est pas un débat général sur les déclarations qui sera engagé. Je pense que cette confusion doit être levée pour ne pas reprendre la discussion. Les vrais débats se passeront dans les commissions. Les revendications, comme on appelle précises, seront données. Mais nous ne pensons pas qu'à l'exemple du premier intervenant, on puisse
continuer sur cette lancée. La synthèse, d'une manière générale, reflète ou non les déclarations que vous avez entendues. Nous avons enregistré des communications que vous n'avez pas entendues. Nous avons essayé de faire cette synthèse. Elle n'est pas parfaite, c'est tout à fait normal. Il y a des oublis mineurs, ça ce n'est pas grave, mais quand il y a quelque chose d'important qu'on a oublié, vous pouvez toujours nous le signaler. On va essayer d'incorporer ça dans le nouveau texte et c'est la version amendée qui sera distribuée aux commissions et qui servira de base d'orientation. C'est un document d'orientation, ce n'est pas des décisions finales. Donc ne nous demandez pas à ce qu'on prenne des mesures pour lever les barrières maintenant, etc. Non, ce n'est pas ça l'objet de la synthèse. Le vrai travail se fera dans les commissions et c'est dans ces commissions qu'il faut essayer d'attirer l'attention et de préciser quelles sont les attentes des uns. Il y a une motion d'ordre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il semble que depuis un moment, je parle toujours en différé. Parce qu'au moment où je demande la parole, elle ne m'a jamais été donnée. Mais ça n'a pas d'importance, puisqu'on peut se rattraper. Quand j'ai vu la synthèse des déclarations, j'ai cru que si j'avais intervenu avant, on pourrait peut-être faire mieux pour gagner du temps. Je voudrais faire savoir ici à l'Assemblée que la conférence nationale souveraine est essentiellement politique. Et je crois que ça, personne n'en doute. Quand je vois ici la présentation, jugement sur le passé, attente de la conférence structure sur la liberté économique, ça n'a absolument aucun sens. Il y a 3 chapitres simplement qu'il faut retenir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire en 2 jours sur le socio-éducatif culturel. Ça fait de l'objet d'une multitude de livres écrits avec des conférences. Ça ne servira à rien et ce qu'on peut dire en 2 jours ici ne servira pas à grand-chose. Je ne sais pas ce qu'on peut dire sur l'économie et les finances. Quel gouvernement de transition peut prendre ce que vous avez fait ici pour l'appliquer et le faire? C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais que, et mon souci est là, qu'on gagne du temps. La commission sur le socio-éducatif et culturel n'a pas ce sens ici. Ça, elle fera partie du cahier de charges. L'économie et les finances feront partie des cahiers de charges. L'essentiel est le jugement sur le passé, n'est-ce pas? Les structures des institutions futures et la défense et la sécurité. Le reste fait partie des cahiers de charges. Vous allez travailler ici inutilement pendant combien de jours et le Premier ministre que vous allez choisir n'aura même pas le temps de voir ces papiers-là. Soyons concrets, gagnons du temps, gagnons de l'argent. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas pour contredire qui que ce soit, mais tout simplement, je demanderai à l'assistance et à la plénière de se référer à l'article 1 du règlement intérieur. Il y a 8 alinéas là-bas. Il n'y a pas lieu d'omettre un problème aussi important que celle de l'éducation et du social. C'est conscient dans l'article 1 du règlement intérieur. Monsieur le Président, il y a eu plusieurs interventions dans cette salle qui ont en bonne partie été consacrées au problème de l'éducation dans notre pays. Je donnerai pour exemple le discours prononcé par le président de l'UST, Maître Dombal, et le discours du docteur Fidel Munga, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, pour ne citer que cela. Force est de constater qu'aucun des problèmes brûlants soulevés par les intervenants concernant le système éducatif national ne soit clairement consigné dans la première partie du synthèse qui est déjà quand même un document important de la conférence nationale. À part les 2 petites phrases hypothétiques de la page 4 de ce document, à la page 4, au début même de la page 4. Monsieur le Président, au moment où les autres peuples de la planète prennent d'assaut les technologies de pointe et en orientent le développement, au moment où les autres peuples de la planète se servent de ces technologies pour aller à la conquête de l'espace, au moment où la course effrénée pour l'acquisition du savoir et du savoir-faire est priorité des priorités des autres peuples de la planète, c'est à ce moment-là que nous,
peuple du Tchad, nous nous réunissons ici pour traiter des problèmes de clans, de tribus, d'ethnies, de différentes guerres intertribales, des dialectes, des langues, de telle langue, d'une telle ethnie qui doit être parlée par telle autre, etc. La crise scolaire dans notre pays est grave et affecte tout le système éducatif national. Notre État est certes un État avec de grandes potentialités économiques qui ne restent qu'à être développées et exploitées. Mais pour le moment, nous sommes restés un pays sous-développé avec un produit national brut de l'ordre de $190 par tête. De faire, monsieur. Je fais Ce la n'est pas un synthèse. commentaire, n'est-ce pas, sur le texte de la synthèse. C'est ça. Alors, Si c'est une déclaration, je vous rappelle, je vous retire la parole. ce n'est pas du tout une Ce n'est déclaration. pas le moment de faire des déclarations maintenant. Merci, monsieur le Président. On attend des commentaires sur le texte de la synthèse, Mon intervention, s'il vous plaît. des amendements éventuellement, mais pas de déclaration, s'il vous plaît. Ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas une déclaration, monsieur le Président. Présentez Alors- vos observations sur tel ou tel article, tel ou tel passage. C'est juste sur la page 4 et la page 5 sur la transition. Quelle Donc, disposition exacte de la page 4? oui, la page 4, c'est donc la première partie de la page 4. Oui. Je vais vous le lire, s'il vous plaît, monsieur le Président. C'était sur le plan social, là, à partir de la page 3, la dernière partie, donc le dernier alinéa de la partie sur le plan social. Il est dit ici, l'irrégularité du paiement des salaires, notamment dans les fonctions publiques, paraît être l'une des causes de la contre-performance de notre système éducatif. La dégradation de la situation de l'enseignement expliquant par ailleurs la baisse du niveau scolaire. Nous aimerions, monsieur le Président, qu'un sous-chapitre soit consacré à l'éducation. Les problèmes brûlants de l'éducation, vous le savez tous. Et à présent, au moment où nous parlons, toutes les 14 préfectures sont affectées par la grève des enseignants. Il n'y a pas lieu de s'y attarder puisque vous avez donc demandé que ça soit très bref. Il y a aussi le problème de transition à la page 5. Puisqu'il ne m'a pas été donné l'occasion de parler suffisamment de l'éducation. Pendant les travaux de la sous-commission, de la commission préparatoire de la conférence nationale, il y a eu une réunion qui s'était tenue aux affaires étrangères. Un intervenant avait déclaré que de 1958 à 1960, on nous avait demandé de faire le multipartisme et la démocratie. De 1900, et c'est ce que nous avons fait, de 1960 à 1990, on nous a dit de faire le parti unique parce que l'Afrique des ethnies ne correspond plus au multipartisme. C'est ce que nous avons fait. Mais nous avons abouti à la dictature la plus implacable chez nous. Maintenant, on nous dit de refaire la démocratie parce que ça correspond à nos aspirations et aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous souhaitons que les hommes qui seront appelés à diriger ce pays dans l'avenir soient plutôt des hommes d'État que des politiciens. Pour la simple raison que le politicien est différent d'un homme d'État. Pour le politicien, plus c'est pire, c'est mieux. Voilà Ça ce qui suffit, concerne monsieur. la Merci transition. beaucoup. Voilà. J'ai cru comprendre dans la déclaration de Naïm Sabit qu'il s'attendait à ce que nous produisions un document à caractère essentiellement politique. Mais nous n'avons pas à produire un document essentiellement à caractère politique. Nous avions à présenter une synthèse des différentes déclarations. Nous avons enregistré jusqu'ici quelque chose comme 70 communications. Et comme nous devions faire la synthèse, je pense que notre rôle, c'était de se limiter à présenter d'une manière générale la synthèse de toutes les communications. Je ne crois pas, n'est-ce pas, qu'on avait à présenter un document d'ordre politique. Ça, ce n'est qu'une mise au point. Et j'espère que M. Sabit ne nous demandera pas l'impossible. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est pour la première fois que notre parti
prends la parole. Concernant la synthèse des déclarations, nous avons pu remarquer qu'au chapitre 6, concernant le problème de langue... Quelle page? La page 6. Bon, vous avez dit que le statu quo, le statu quo actuel s'est dégagé pour le bilinguisme. Une autre partie se déclare pour le français comme langue officielle, comme seule langue officielle. Et la deuxième, l'arabe comme langue officielle. À écouter les 70 intervenants, comme vous venez de le dire, ceux qui se sont prononcés pour que l'arabe seul soit langue officielle n'ont pas été plus nombreux que ceux qui ont déclaré que le problème de l'anglais soit revu et développé. Ça, c'est notre premier point. Concernant le problème de l'armée, à la page 10, nous avons trouvé que le contour a été... Doucement. Nous avons trouvé qu'il fallait aussi faire intervenir le texte que vous nous avez lu hier. Plusieurs intervenants, quand on a parlé du problème de l'armée, on a essayé de définir à peu près l'effectif de notre armée actuelle. Ici, ce n'est pas ressorti. Et nous voudrions que ça soit ressorti. L'effectif qui a été évoqué par les uns et les autres, soit de 20 000, soit de 25 000 hommes. Hier, dans votre déclaration, vous avez dit que, c'est ce que peut-être beaucoup de gens ne le savaient pas, sur les 40 000 comme effectif de l'armée nationale, vous avez dit hier que 3 500 seulement ont été payés. Ça veut dire que c'est un clan encore qui est en train d'user sur les autres. Nous voudrions que ça soit bien explicité dans cette synthèse. C'était le document des Nations Unies. Oui. Dont je ne vous donnais que des extraits de ce document. Faites-nous des observations précises sur la synthèse, s'il vous plaît. Et pour le problème du fédéralisme aussi, nous voudrions aussi que ceci soit un peu plus clair. Quelle page? La page 6. Merci. Parce que nous pensons que ce problème de fédéralisme doit être bien revu. Page 6. Vous vous référez à quel passage exactement de la page 6? La page 6. La forme de l'État largement traitée par les intervenants oppose deux approches. Premièrement, une large tendance se dégage en faveur d'un État unitaire décentralisé. Deuxièmement, l'approche fédéraliste découle d'un constat que les Tchadiens ont mal vécu l'unité. Alors nous pensons que pour le problème du fédéralisme, pour pouvoir bien développer ou bien pour pouvoir vivre, nous pensons que pour l'unité, maintenant, il n'est pas question de parler d'un État unitaire décentralisé. Parce que nous supposons que la force de décentralisation doit nécessairement nécessiter un fédéralisme. Merci. Je prends acte des observations faites par M. Aleina Moussa et je passe la parole à l'intervenant suivant, M. Abderrahmane Dadi. D'abord, pardon au rapporteur général sur les remarques de forme que je voudrais faire et je mesure bien l'effort qu'exige tout travail de synthèse et je sais aussi que la critique est aisée. Ceci dit, voici maintenant ces remarques. Sur la première page, le point 2 de la transition, transition point 1, forme de l'État, point 2, sur ce point. Monsieur le Président, mon opinion est que la synthèse exacte que le bureau a enregistrée
des déclarations directes qui n'ont pas été lues dans la salle, mais il me semble que l'écrasante majorité, dans la salle en tout cas, s'est prononcée pour une décentralisation dans un cadre unitaire. Et que certes, il y a eu quelques opinions sur un système fédéral, mais on ne peut pas rendre les choses comme si les opinions s'équilibrent. Je voudrais donc que les choses soient relativisées et que le fait qu'il y ait une opinion majoritaire pour un État décentralisé dans un cadre unitaire soit précisé. Je passe sur le point arabe littéraire comme langue officielle, dans la mesure où ce point a été déjà relevé. Sur la page 3, au plan économique, donc c'est le point 2 de la page 3, au plan économique, la première phrase, j'ai quelques difficultés à comprendre ce que signifie cette première phrase, mais toujours est-il que la comparaison entre l'économie pendant la période coloniale et après l'indépendance, donc cette comparaison me paraît fondamentalement mauvaise. Il est bon donc de supprimer cette première phrase. On ne peut pas faire des comparaisons de cette nature-là. Sur la page 4, le point 3, la vision de l'avenir, le point 1 de la transition. Il me semble là aussi que la première phrase rend mal, en tout cas, l'esprit des discussions. Je m'explique. Je pense qu'il est préférable, en tout cas c'est une opinion que j'émets ici, de préciser que la période transitoire est une période cruciale. C'est une idée dont il faut préciser parce qu'elle est sortie plusieurs fois. Et que s'il y a des conflits à éviter et qui demeurent donc la hantise, ce sont donc ces conflits qu'il faut éviter. Parce que la période est cruciale et non l'inverse. Page 5. Deuxième paragraphe. En tout état de cause, ainsi de suite, le Premier ministre doit avoir le profil suivant: compétence, intégrité morale, probité. Je pense qu'il s'agit moins de profils que des qualités. Il faut mettre les qualités. Il ne s'agit absolument pas d'un profil. Dans la mesure où la compétence se vérifie à l'ouvrage et que intégrité morale et probité sont des notions qui sont tout à fait subjectives. Un autre paragraphe, toujours à cette même page, le cinquième paragraphe donc, le choix des membres du gouvernement se fera principalement sur la base de leurs compétences et de leur intégrité morale. Ils peuvent provenir, je pense qu'ils doivent provenir et non ils peuvent. Le point 2 de cette même page, politique générale et institutionnelle. Je dois avouer là aussi que la première phrase pose un certain nombre de problèmes. Elle est fugitive, cette phrase-là. Les règles institutionnelles en vigueur étant adaptées. Et je pense que si on lit ce qui est écrit à travers nos constitutions, à travers nos lois, on ne peut pas dire cela. C'est la pratique qui pose un problème. Alors, il est donc préférable de nuancer les choses pour les traduire de cette façon-là. Si actuellement nous avons des règles ou des principes, il vaut mieux principe que règles, mais si nous avons des règles ou des principes qui sont inaptes à traduire la nouvelle réalité, il faut les dire de cette façon-là. Sur la page 7, le point G, chefferie traditionnelle. Je pense que ce que personnellement j'ai écouté
ici dans la salle me permet de dire que les idées forces qui doivent être retenues en ce qui concerne la chefferie traditionnelle sont les idées de restauration et de révalorisation. Restauration et révalorisation. Il y a certes le mot réhabiliter, mais il me semble qu'il s'agit moins de réhabiliter des pouvoirs que de leur redonner, de restaurer les pouvoirs dont ils ont déjà et qui sont suffisamment nombreux. Sur le point, la nature du régime, le point H de la même page, je pense que tout le monde sait que lorsqu'on emploie des termes en isme, cela désigne plutôt une pratique déviationniste par rapport à la pratique originaire. Donc, il vaut mieux utiliser parlementaire, présidentiel, ainsi de suite, que parlementarisme, présidentialisme, ainsi de suite. Sur, dans ce même point H, le point sur les intervenants sont prononcés en faveur du bicaméralisme. Je pense que cette idée a été certes une idée semblable a été entendue, mais je me demande bien s'il s'agit vraiment d'un bicaméralisme qui est donc le fait qu'il existe deux chambres. Et je ne suis pas certain que l'idée des sénateurs puisse avoir un sens précis dans des cas comme celui du Tchad. En tout cas, il n'y a aucun pays qui nous ressemble qui est bon de recourir à une chambre dénommée chambre des sénateurs. On peut certes trouver des formes de représentation, mais il faut bien qu'on se dise que le mot a un sens très précis et personnellement, je ne connais pas beaucoup de pays qui ont adopté un tel terme avec une chambre qui serait autre que la Chambre des députés. Sur le point 8, la page 8, les libertés et les droits de l'homme. Liberté et droits de l'homme. Troisième phrase. Les différents orateurs réclament avec force que la future Constitution consacre formellement et très clairement les libertés et le respect des droits de l'homme. Je reviens à mon idée de base tout à l'heure, c'est que ce n'est pas parce que les constitutions et les textes de base n'ont pas formellement et clairement exprimé ces idées-là qu'il y a irrespect des droits de l'homme. Je pense qu'il faut songer à des mécanismes précis de protection. Prenez toutes les constitutions du Tchad, vous avez en bonne place toutes les grandes idées sur les droits de l'homme, elles sont exprimées clairement et formellement, donc ce n'est pas la solution. Sur le deuxième paragraphe, toujours à ce point 3, sur les libertés, c'est une question de pure forme ici. Je pense qu'il n'y a pas de lien à faire entre la rédaction de la Constitution et son adoption et le pont de Chagua. Par ailleurs, on retrouve cette même idée dans les mesures qui sont détaillées. À la fin de cette même page, il est dit formellement qu'il faut appliquer les recommandations d'Amnesty International. Je pense qu'ici aussi, il faut quand même moduler les choses, même si on veut reprendre un certain nombre d'idées émises par Amnesty International. Il ne me semble pas opportun de préciser ici qu'il faut reprendre les idées d'Amnesty International. Il faut qu'on reprenne quand même nos propres idées. Et je ne vais pas répondre à mes amis des droits de l'homme, mais j'ai dit qu'il n'est pas opportun de reprendre les idées d'Amnesty International. Oui. Sur le point 9, page 9, pardon. Point 4, économie et finances. C'est aussi une question de pure forme. Comment concilier cet impératif
je pense qu'il est bon de préciser en quoi consiste cet impératif avant de prolonger la phrase. Sur les petits points détaillés, c'est-à-dire créer un meilleur environnement, adopter ainsi de suite, jusqu'à donc le point concrétiser les recommandations de la table ronde sur la promotion du secteur privé. C'est très bien, mais c'est superflu. Sur, donc, plus bas, toujours dans cette énumération, confier la gestion des deniers publics aux cadres compétents, formés à cet effet, ainsi de suite. Je pense qu'on a entendu plusieurs fois cette idée de cadre compétent. Personnellement, j'ai quelques peines à comprendre ce que cela signifie, mais je crois qu'il est de la responsabilité de tout gouvernement de le faire et qu'il me semble que ce sont des évidences dont il n'est vraiment pas besoin de répéter dans un texte, même si on a dans le discours entendu ça plusieurs fois. Croyez-le, je n'ai aucune inquiétude de ce côté. Réserver la fonction douanière aux seuls douaniers. Je pense qu'ici, il s'agit d'un contresens. Dans la mesure où réserver la fonction, c'est le contraire apparemment de ce qu'on recherche. Parce que les emplois réservés, c'est justement les emplois dans lesquels il est permis de caser toutes les personnes qu'on veut caser. Donc je crois qu'il faut quand même reformuler. Dois-je préciser pour ceux qui ont apparemment le chahut facile que les emplois réservés, il s'agit bel et bien d'une catégorie d'emplois dans lesquels le gouvernement pourvoit selon son bon vouloir. Donc je crois que c'est le contraire de ce que vous recherchez. Page 10. Page 10. Sur le point armé et qui serait l'artisan. Les avis sont partagés. Le Premier ministre, le Président, le Premier ministre, la Commission a créé, mais j'ai dit plus simplement le gouvernement. Pourquoi ça ne serait pas le gouvernement et pourquoi il serait exclu? Sur la 4e paragraphe de ce même point 5, les problèmes de sécurité sont l'œuvre de la gendarmerie, ainsi de suite. Il me semble aussi qu'à une lecture attentive, c'est aussi un contresens. C'est aussi un contresens. Les problèmes de sécurité sont l'œuvre de la gendarmerie, ainsi de suite. Je crois qu'il faut reformuler l'idée. Point 8. Le point 6, je crois. Je dis que sur le point, les problèmes de la gendarmerie sont l'œuvre, les problèmes de sécurité sont l'œuvre de la gendarmerie. Je dis qu'il s'agit d'un contresens. Il faut les relire. Le point 6. Le socio-éducatif et le culturel. Je pense qu'un intervenant l'a dit avant moi tout à l'heure, il s'agit du représentant de l'UST, je crois. Ce titre-là exclut tous les problèmes de l'éducation et de la formation. Vous savez que le socio-éducatif, ce n'est pas du tout l'éducation plus le social. C'est d'abord le social avec, je dirais, un brin d'éducation. Un brin d'éducation. Je donne un exemple. Vous avez une association, je ne sais, de femmes d'éleveurs qui sont réunis en association et lorsqu'ils font de l'alphabétisation, ils font du socio-éducatif. C'est pas l'inverse. Donc je crois qu'il faut quand même insérer un point sur le problème d'éducation et de formation. Monsieur Mohamed Ali. Monsieur Mohamed Ali, serait-il dans la salle? Vous avez la parole, monsieur. Je vous remercie, monsieur le président. J'ai longtemps hésité avant de me faire inscrire sur la liste de vos tortionnaires. Mais la lecture de votre proposition de synthèse m'a inspiré un certain nombre d'observations dont beaucoup ont été déjà relevées par
les orateurs qui m'ont précédé. J'en ai retenu quand même deux sur lesquels je vais m'exprimer maintenant. En ce qui concerne la description de la situation faite par les différents intervenants, j'ai cru comprendre que pour ce qui concerne le non-respect des droits de l'homme, tous les régimes ont été incriminés, même si cela a été à des degrés divers. Tel que le texte nous est proposé ici, en page 2, je lis par exemple sous le chapitre du bilan des 30 dernières années que les régimes issus du Frolina, piégés de l'intérieur, ont été incapables de traduire dans les faits les idéaux qui justifiaient leur combat. Et tout de suite après, on lit que ces régimes révolutionnaires ont introduit l'anarchie, l'esprit partisan et la répression aveugle en violation des droits de l'homme. J'aurais aimé que cette formulation soit revue de manière à ce qu'elle soit plus conforme à ce que nous avons entendu sur le sujet. Je précise donc que tous les régimes, à mon avis, ont été montrés du doigt par l'ensemble des participants, bien que leur part de responsabilité soit, disons, à des degrés divers. Ma deuxième observation concerne les travaux des commissions qui vont bientôt démarrer. Et à ce sujet, Monsieur le Président, je voudrais rappeler qu'il y a une commission qui doit se préoccuper, entre autres, des questions d'environnement. Or, à la lecture de votre synthèse, nulle part on y fait mention d'environnement. Dès lors, je m'interroge sur l'opportunité d'une telle commission. A-t-elle été créée pour se donner bonne conscience? Si c'est le cas, je trouve que ce serait très grave. Pour ma part, je persiste à croire que l'environnement a bien sa part dans un forum comme celui-ci qui doit déterminer l'avenir de ce pays. C'est vrai que dans la plupart des déclarations qui ont été faites, et singulièrement les déclarations des chefs politiques, j'ai cru avoir décelé ce que j'appellerais un déficit d'attention vis-à-vis de cette question. Mais il s'est trouvé quand même des intervenants qui se sont appesantis sur cette question et qui nous ont interpellés sur cette question. Pour ma part, je pense que c'est une question très importante et elle l'est à un double niveau. D'abord, au niveau interne, en raison de son impact sur la vie nationale et surtout parce qu'elle constitue un défi prioritaire du développement. Mais surtout sur le plan extérieur, dans la mesure où l'environnement, et je pense que les orateurs auxquels je faisais allusion tout à l'heure nous l'ont dit, au plan extérieur donc, l'environnement est devenu aujourd'hui un enjeu de première importance, étant donné qu'il détermine désormais les relations entre les États. Je pense que c'est le lieu ici d'attirer l'attention de tous ceux qui vont participer aux travaux des commissions pour qu'ils aient cette réalité-là présente à l'esprit. Beaucoup de gens ont invoqué la situation géographique du Tchad pour justifier telle ou telle position par rapport à telle
ou tel problème. Mais je crois que la position géographique du Tchad, très souvent, est invoquée pour attirer l'attention sur la vulnérabilité de ce pays vis-à-vis des questions d'environnement. Et cela, nos partenaires de coopération en sont conscients. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président, et je vous remercie.